Madame, monsieur, bonsoir. Je voudrais regarder la France au fond des yeux. Absolument, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. D'accord là-dessus. À votre place, je la ramènerai un peu moins. Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. Le truc. On fait les valises, on rentre à Paris. Et qu'est-ce qui lui arrive à la deuil? Bonjour à tous et bienvenue dans l'Inattendu, l'émission qui décrypte l'actualité contemporaine grâce aux archives de la télévision. Dans quelques minutes, la comédienne et chanteuse Laurie Pester viendra nous parler de l'endométriose, une maladie qui touche une femme sur 10 dans notre pays. Mais d'abord, notre revue de presse hebdomadaire avec Géraldine Cornet-Lavaux et Ludivine Lopez, journaliste à la rédaction de l'INA. Bonjour à toutes les deux. Alors vous, Ludivine, cette semaine, vous avez choisi de nous parler d'une enquête sur les maisons de retraite qui fait débat en ce moment. Oui, un livre enquête au titre évocateur, Les Fossoyeurs, sorti cette semaine. Alors le journaliste Victor Castanet pointe les défaillances des maisons de retraite et les dérives lucratives de certaines d'entre elles. Parmi les révélations de l'auteur, il y a aussi les maltraitances envers les résidents, témoignages et documents à l'appui. Alors ce n'est pas la première fois qu'une investigation de ce genre a lieu dans les archives. Nos documentalistes ont trouvé celle-ci. Elle date de 1998, une enquête à l'initiative de la rédaction du magazine 60 millions de consommateurs. Scandale, loi du silence, 60 millions de consommateurs dressent dans son dernier numéro une liste noire des insuffisances dont sont victimes les personnes âgées qui ne vivent plus chez elles. Outre les foyers et les hôpitaux de long séjour, il y a aujourd'hui en France 5673 établissements publics ou privés. Ces structures accueillent au total 600 000 personnes du 3e et du 4e âge. Trop nombreuses sont les maisons de retraite où, disons, pour le prix payé, la qualité de service est extrêmement médiocre. C'est-à-dire qu'au-delà de la morale, nous nous disons aucun consommateur n'accepterait d'être traité de cette façon et de payer un prix tel pour des prestations qui sont souvent très médiocres. 60 millions de consommateurs dénoncent également des locaux inadaptés ou dangereux, une mauvaise qualité de l'alimentation et du personnel en nombre insuffisant ou peu qualifié. Enfin, la revue évoque la maltraitance, l'inattention ou le manque de respect dont sont victimes de nombreuses personnes âgées. Voilà, c'était il y a 24 ans. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le journaliste à l'initiative de cette enquête pointe du doigt un groupe de maisons de retraite en particulier. Le gouvernement s'est saisi de la question et demande donc des comptes, des réponses à ce groupe en question. Un anniversaire avec vous, Géraldine. Il y a 60 ans, le couturier Yves Saint Laurent présentait sa première collection à Paris, une collection qui n'est pas passé inaperçu. Oui, et pour l'occasion, plusieurs musées parisiens comme le Louvre lui rendent un hommage. Yves Saint Laurent, c'est 40 ans de carrière. Et c'est surtout une pièce, le smoking pour femmes, présenté pour la première fois au défilé automne-hiver en 1966. Je rêverais d'en avoir un. C'était une petite révolution à l'époque, parce que jamais avant un couturier n'avait fait porter un smoking à une femme. Alors les réactions, on l'imagine, était vive dans les années 60, mais il pouvait compter sur Catherine Deneuve ou sur Françoise Hardy, on le voit sur ces images, pour défendre ce smoking, pour le porter, magnifier. Et pour Yves Saint Laurent, attention, c'est intéressant parce que pas de militantisme dans ce vêtement emprunté au vestiaire de l'homme, mais plutôt une vision de la société moderne. Vous adorez, vous, les pantalons, mais il y a beaucoup d'hommes qui trouvent que le pantalon n'est pas féminin du tout. J'adore le pantalon, en effet. Je n'aime pas le pantalon lorsqu'il est porté d'une façon revendicatrice, c'est-à-dire je suis l'égal de l'homme. Je pense qu'au contraire, en portant un pantalon, une femme peut développer son maximum de féminité, justement pour lutter contre lui. Voilà, cette interview d'Yves Saint Laurent fait penser à Gaspard Huliel, tragiquement disparu il y a quelques jours et qui était absolument formidable dans l'incarnation d'Yves Saint Laurent. Merci beaucoup Géraldine. Alors voilà pour l'actualité de cette semaine. Que s'est-il passé à cette même période de l'année? Mais par le passé, c'est le zapping de l'inattendu. Bonjour. Aujourd'hui, Barbie est en prison à La Paz. L'Allemagne fédérale le réclame depuis mai 82, mais jusqu'à présent, Barbie était protégée par le régime des militaires boliviens qui ont toujours entretenu de bonnes relations avec les anciens nazis. La France a ouvert une nouvelle information à Lyon il y a quelques mois contre Klaus Barbie, l'accusant de crimes contre l'humanité. Moubarak dégage.
Inspiré par la révolution tunisienne, c'est en français que ces kérotes défient le président égyptien. Et la foule reprend en arabe. Dégage, dégage. Des tracts avaient convié toute la population algéroise à manifester dans les rues. La fièvre montait au fur et à mesure que les heures passaient. On commençait à arracher des panneaux, on commençait déjà à préparer les barricades. Grandiose et immense, il est fabuleux. Grandiose, immense, fabuleux. À lui seul, ce jeune homme a employé les 3 qualificatifs les plus à la mode au Stade de France ce soir. Bonsoir, bonne soirée. Merci. C'est le premier obstacle sur la route de l'Élysée pour tous les candidats à la présidentielle. Ils ont jusqu'au 4 mars pour déposer leur parrainage au Conseil constitutionnel. 500 signatures de maires, de députés, de sénateurs, de conseillers régionaux ou départementaux. Une condition sine qua non pour avaliser leur candidature. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Effectivement, cette règle est très critiquée cette année par plusieurs candidats comme Éric Zemmour, Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon, qui a carrément parlé de couperet. Des critiques encore plus fortes cette année car les parrainages ne sont plus anonymes. Et Jean-Luc Mélenchon a demandé une réforme express du système, en vain. Saviez-vous en revanche que cette quête des 500 signatures n'a pas toujours existé? Ah non, non, je ne savais pas. Je ne bah savais alors, pas, j'arrête. Sait-on que la démocratie française permet à tous les citoyens d'aspirer à la plus haute magistrature? En 1947, pas besoin de 500 signatures. Chaque Français peut prétendre à l'Élysée. Voici dans son faubourg Monsieur Renoir, vernisseur, qui mène sa campagne à coups de canon. Un canon qui, comme dit l'autre, n'a jamais tué personne. Mais en 1962, avec la réforme de la Constitution, les règles changent. Le président est dorénavant élu au suffrage universel direct et il y a quelques contraintes. Le candidat doit être appuyé par 100 personnes, mais pas n'importe qui. Pas n'importe qui, il faut que ce soit des élus d'au moins 10 départements différents. Et voilà comment le système de parrainage est né. 100 signatures suffisaient à l'époque, pas assez pour certains. Vous-même, vous vouliez aller plus loin, exiger 2000 signatures. Eh bien, moi, j'avais demandé 2000 signatures pour donner davantage de rigueur. Il fallait une assise électorale extrêmement élargie et non pas réduite à 100 signatures, ce qui ne permet pas, malheureusement, d'écarter les candidatures fantaisistes. Écarter les candidatures fantaisistes, voilà le but des parrainages. Une contrainte qui va se renforcer en 1981, où les prétendants doivent récolter 500 signatures. De quoi agacer certains, comme l'écologiste Brice Lalonde. Il n'hésitait pas à apporter ses feuilles de parrainage sur les plateaux télé. Alors je voudrais publiquement, puisque vous êtes pour la démocratie, vous demander de prendre l'engagement, et je vais vous faire transmettre ces feuilles, de signer pour un candidat qui ne soit pas celui de votre parti. Je ne vous donnerai pas ma signature, quelle que soit la sympathie que je peux avoir pour certaines de vos préoccupations. Bien tenté, mais raté. Les fameuses 500 signatures sont donc une quête de tous les instants, surtout pour les petits candidats qui ne sont pas portés par des partis. Une quête qui fait l'objet de nombreux sujets télé. Tous les candidats à l'élection présidentielle continuent leur chasse aux fameuses signatures. La chasse aux signatures. Il lui manque encore 19 signatures. La chasse aux signatures qui se poursuit. Et à chaque fois, les maires, qui sont les élus les plus nombreux, sont courtisés. Mais pour certains, on ne leur fait pas. Mais à chaque fois, l'issue est la même, c'est la poubelle. Ce qui importe pour le candidat, c'est d'avoir les 500 signatures. Parce ça, le maire, il est tranquille parce que pendant 7 ans, il n'entend parler de rien. Voilà, des signatures sans doute plus politiques qu'il n'y paraît. En tout cas, il faut convaincre les élus et c'est pas facile. Non, c'est pas facile, et je vous l'ai dit, parce que ça se corse encore plus cette année avec des parrainages qui sont maintenant 100% publics, diffusés et publiés 2 fois par semaine. Alors les élus ne veulent plus trop se mouiller, de peur d'avoir le conseil municipal après qui demande des comptes. Voilà, c'est vraiment pas évident. Mais grâce aux documentalistes, on a trouvé une petite archive, une petite astuce pour trouver ces 500 signatures. C'est cadeau, alors voilà, je vous l'explique. Ça peut m'intéresser. Ça peut vous intéresser? Ouais. En 2002, une voyante
aider le Front National à s'adresser aux maires qui étaient susceptibles de parrainer une voyante. Donc, elle aiguillait les gens du Front National face aux maires qui étaient susceptibles de parrainer Jean-Marie Le Pen. Ça vaut le détour. Elle n'a pas de carte politique, juste un jeu de tarot. Patricia est voyante dans le Pas-de-Calais. Depuis quelques semaines, elle cherche des signatures de maires pour la candidature de Jean-Marie Le Pen. C'est pas la peine. Bon, je le fais par pure amitié, quoi. Maintenant, si je peux les aider, ben, je les aide, si vous voulez, par rapport je les dirige par rapport à mon travail de voyance, quoi. Allez-y, n'y allez pas, perdez pas votre temps, quoi. Sa méthode, elle sonde des listes d'élus locaux et elle attend ce qu'elle appelle le bon flash. Voilà, le bon flash qui, faut-il le rappeler, en 2002 avait plutôt marché parce que Jean-Marie Le Pen était au second tour. Voilà, enfin, en tout cas, pour l'instant, ils sont plus d'une trentaine à être candidats à cette candidature. Il y en aura sans doute un petit peu moins le 4 mars prochain. Merci beaucoup, Géraldine. L'endométriose est au cœur de l'actualité ces dernières semaines. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une résolution portée par la députée La France Insoumise Clémentine Autain pour reconnaître cette maladie comme affection longue durée. Quelques jours plus tôt, Emmanuel Macron annonçait une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, une pathologie qui touche une femme sur 10 dans notre pays. Alors pour en parler avec nous, la chanteuse et comédienne Laurie Pester, elle est notre invitée cette semaine. Bonjour, vous êtes atteinte d'endométriose, Laurie. Vos combats contre cette maladie, vous les partagez, notamment dans des livres, sur les réseaux sociaux. C'est quoi concrètement l'endométriose? Alors l'endométriose, c'est une maladie chronique de l'appareil génital féminin. En fait, c'est l'endomètre qui se développe en dehors de l'utérus et qui peuvent attaquer aussi d'autres organes. Ça se manifeste comment quand on est atteint d'endométriose? Alors, il y a de plusieurs façons et ça dépend aussi des femmes, mais en tout cas, c'est des douleurs atroces pendant les règles. Et pas que, parce que ça peut être un peu avant, un peu après aussi les règles. Ça peut être des problèmes digestifs, des douleurs pendant les rapports, quand on va aux toilettes, des douleurs au niveau du diaphragme. Enfin, voilà, c'est... Alors, l'endométriose a longtemps été présentée comme une maladie taboue, mal connue des professionnels de santé et donc mal diagnostiquée. Ludivine, pourtant, cette maladie a été découverte il y a longtemps. Oui, c'est peu de le dire, elle date de 1860. Le chemin a été long et on le constate en regardant les archives. Avant les années 2000, peu de choses, peu de reportages, d'émissions sur le sujet à la télévision. Mais grâce à nos documentalistes et après une longue recherche, on a trouvé dans les archives le premier témoignage d'une femme atteinte d'endométriose. C'était il y a 51 ans, en 1971, dans le magazine féminin Aujourd'hui Madame. L'émission était consacrée à la stérilité. Madame, vous êtes jeune mariée, 2 ans de mariage. 2 ans de mariage. Est-ce que déjà ça représente pour vous un drame? Oui. Le fait de ne pas avoir d'enfant. Oui. Je sens au début du mariage, on était très très liés. Et puis dès l'instant où j'ai su que j'aurais de grosses difficultés à avoir un enfant, on s'est sentis séparés, enfin. Et puis alors, surtout par le fait qu'on ne puisse pas avoir de rapport régulièrement, enfin. J'ai une endométriose ovarienne bilatérale et j'ai de grosses difficultés pour avoir des rapports, je souffre terriblement et je sens que mon mari se détache, enfin, involontairement, je m'en sens responsable. Est-ce que vous pensez que ça peut aller jusqu'à la rupture? Je crois. Voilà, c'était, je l'ai dit, il y a 51 ans, donc cette femme qui pose le mot endométriose à la télévision, ça vous fait quoi d'entendre ce témoignage, Laurie? Ça fait bizarre parce que je savais pas du tout qu'on en avait parlé déjà à l'époque, que cette femme même dise voilà, j'ai mal pendant les rapports, j'ai des problèmes avec mon mari. Enfin, je trouve que pour l'époque, c'était courageux de venir parler d'endométriose. Et on entend cette femme, elle dit se sentir coupable, culpabilisée de sa maladie et même des répercussions que ça pourrait avoir dans son couple. Elle envisage même une rupture. Est-ce que c'est un sentiment de culpabilité? Ce sentiment de culpabilité, vous l'avez ressenti aussi, vous, Laurie? C'est quelque chose qu'on ressent, ouais. Parce que déjà, oui, par rapport au couple, parce que parfois notre compagnon est là, il sait pas quoi faire, on est mal, on est avec notre bouillotte, on peut rien faire, on peut parfois même
j'avais de la culpabilité, je ne pouvais pas porter ma petite parce que j'avais trop mal au ventre. On reste couché des journées entières, donc on culpabilise parce qu'on ne peut pas aller travailler, on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait. Pendant les rapports, voilà, elle sent son mari qui commence à se détacher. Et c'est vrai que cette maladie crée des problèmes au niveau du couple, au niveau du travail, au niveau de la vie sociale. Il y a une répercussion énorme, en fait. Alors, une des conséquences de l'endométriose, c'est la fertilité, enfin l'infertilité. Selon l'association EndoFrance, 30 à 40% des femmes atteintes de cette maladie ont des difficultés à tomber enceinte. C'est un combat que vous avez, vous aussi, mené, Laurie. Oui. Oui, parce qu'en fait, quand on est atteinte d'endométriose, on a souvent un traitement médical qui nous stoppe les cycles. Donc, on n'a plus de règles. Pour plus que la maladie se propage, parce qu'on ne sait pas soigner cette maladie, mais on peut essayer de la stopper. Et après, pour essayer d'avoir un enfant, il faut arrêter ce traitement-là pour que les cycles reviennent. Donc, en fait... Et donc ça peut être long, difficile. Ça peut être long, donc les douleurs reviennent. Et puis aussi, si ça dure trop longtemps, en essayant naturellement, la maladie se repropage. Donc moi, ce qui s'était passé, c'est qu'on m'avait dit, voilà, on va essayer quelques mois. Naturellement, si ça ne vient pas naturellement, il faudra qu'on essaye une PMA. Parce qu'on ne peut pas... Parfois, il y a des couples qui attendent, qui essayent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour attendre. Moi, c'était pas possible, parce que sinon, la maladie, elle se serait trop propagée. Et ce qui est intéressant aussi de voir dans les archives, c'est que ce combat pour devenir mère, cette femme, en 1971, en parlait déjà à la télévision. En participant à l'émission, elle espérait trouver des réponses. Mais ce que je voudrais savoir, dans le fond, est-ce qu'avec... une maladie des ovaires, par le fait, est-ce qu'on peut quand même guérir et avoir un enfant? Parce que si tout espoir est permis, donc la rupture n'est plus à envisager par le fait. Alors est-ce que... je crois que dans votre cas précis, avec une endométriose, à condition de pouvoir la traiter, c'est-à-dire de bloquer l'ovulation pendant un nombre de mois suffisant, vous avez une grosse chance d'avoir un enfant, parce que l'ovaire atteint d'endométriose est un ovaire qui pond un œuf quand même. Et il suffit de calmer l'endométriose. S'il n'y en a que sur les ovaires, vous avez, à mon avis, une grande chance d'être enceinte un jour. Alors j'ai quand même un espoir. Moi je crois, tout à fait. L'espoir retrouvé pour cette femme en 1971, ce sourire qui en dit long. C'est aussi le message que vous adressez, Laurie, à celles et ceux qui se battent pour donner la vie. Dans l'un de vos posts sur les réseaux sociaux, en septembre 2020, 1 mois après la naissance de votre fille, vous les invitiez à ne jamais perdre espoir. Vous, Laurie, vous y avez toujours cru? Oui, j'y ai toujours cru. Après, moi, je suis assez battante, donc dans tous les projets, dans tout ce que j'entreprends, je vais jusqu'au bout. Et là, c'était avec mon compagnon, notre projet. J'aurais jamais laissé tomber. C'est quoi le rôle du conjoint, justement, dans ce projet et dans le quotidien d'une femme atteinte d'endométriose? C'est pas facile pour eux parce qu'il faut vraiment qu'ils trouvent leur place. Son rôle, c'est d'être une épaule sur qui se reposer, nous rassurer, être positif, et puis, voilà, juste être là et à nous écouter, en fait. C'est déjà super. Vous l'avez dit, Nathanaël, tout à l'heure, effectivement, l'endométriose est présentée encore aujourd'hui comme une maladie mal connue. Pourtant, ça fait longtemps que les scientifiques planchent sur le sujet. Exemple, en 1986, à Clermont-Ferrand, une conférence consacrée exclusivement à l'endométriose. Elle réunissait donc cette conférence pendant 3 jours des scientifiques de plus de 33 pays. On ne sait pas pourquoi les femmes ont l'endométriose. On ne sait pas qu'est-ce qui les rend stériles quand elles ont l'endométriose, ou pas toujours. Et nos traitements sont à définir. Voilà donc la raison de ce rassemblement de spécialistes autour de cette pathologie dont l'apparition n'a pas d'explication claire. Et pourtant, les perturbations biologiques qu'elle entraîne sont multiples. Vous avez dit que c'était la maladie de la femme moderne? Ah, tout à fait de la femme moderne, car il semble bien qu'elle est plus fréquente maintenant qu'elle ne l'était avant. Et quel serait le phénomène qui se passerait? Peut-être le rythme de vie avec les stress, la fatigue, les multiples occupations, et qui induisent et entraînent des troubles de l'ovulation. L'endométriose, la maladie de la femme moderne. Bon, en 1986, il y avait encore du chemin à faire pour comprendre cette pathologie.
36 ans plus tard, la recherche a évolué, mais les carences en matière de formation des professionnels de santé sont toujours pointées du doigt par les associations, par les malades. Est-ce que c'est un constat que vous avez fait aussi, Laurie? Ah oui. Ah oui, oui, oui. C'est quand on en parle entre femmes atteintes, à chaque fois, on se dit, oh là là, mais on est tombé à chaque fois sur des médecins ou des gynécologues qui n'étaient pas du tout formés, qui ne savent pas de quoi ils parlent, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Enfin, voilà, le truc maintenant, c'est, voilà, si on a des doutes, on va faire une IRM et puis de là, on voit ce qui se passe. Et d'ailleurs, la moyenne aujourd'hui pour obtenir un diagnostic est toujours de 7 ans, selon l'association Endo-France. Comment est-ce qu'on peut pallier cette errance? Déjà, alors si déjà tous les médecins, former les médecins, voilà, former les médecins, les gynécologues à l'école, en parler beaucoup dans les collèges, dans les lycées. Si vous avez vraiment mal pendant vos règles, n'attendez pas, allez tout de suite consulter. Et puis essayez d'avoir des centres dans chaque région de France pour que les gens puissent aller vraiment dans un endroit pas loin de chez eux. Alors c'est intéressant parce qu'on a quand même une discussion avec vous, Laurie, sans tabou. Ça n'a pas forcément été le cas par le passé à la télévision. Ludivine, dans les archives, à partir de quand l'endométriose est-elle devenue un sujet de société? Eh bien, au début des années 2000, à cette époque, donc il y a des malades qui se regroupent, des associations qui voient le jour, les campagnes d'information et de sensibilisation se multiplient et la parole, vous en parliez Laurie, la parole se libère à la télévision. Des femmes racontent leur quotidien, des reportages leur sont consacrés, comme celui-ci en 2005, c'était sur France 3. Il n'y a pas que les douleurs pendant les règles, il y a aussi des douleurs pendant des rapports, il y a des douleurs quand on va à la selle, il y a des douleurs pour uriner, il y a beaucoup de douleurs. Tous ces symptômes-là, on n'en parle pas, on se dit c'est normal, on est une femme, c'est ancré dans nos têtes. Et malheureusement, il faut sortir tout ça de l'ombre. Alors pour sortir tout cela de l'ombre, comme dit cette femme, une semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose existe depuis 2004 à l'initiative des associations. Elle aura lieu cette année du 7 au 13 mars. Et ce qui a aussi participé à lever le voile sur l'endométriose, il faut le dire, Laurie, c'est le témoignage et l'engagement de personnalités comme vous, mais aussi comme l'actrice Laetitia Milo, l'animatrice Enora Malagré, la chanteuse Imani ou encore Julie Gaillet. Votre parole, vous, Laurie, vous l'avez portée jusque dans les ministères. Oui, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer la ministre de la Santé à l'époque, Agnès Buzyn. J'avais écrit un petit texte qui avait été diffusé à le Huffington Post donc pour parler d'endométriose et aussi de congélation d'ovocytes. C'était mes deux combats. Exactement. Et donc, j'ai eu la chance, après ce texte, d'être invitée. Et de la rencontrer. Et on a passé un moment vraiment, je ne vais pas dire super, mais elle était très à l'écoute. Elle avait très envie de faire bouger les choses, de faire changer les choses, d'organiser des tables rondes avec des professionnels, des patientes. Donc voilà, déjà à l'époque, c'était un engagement qui était... elle voulait vraiment faire bouger. Elle faisait justement des annonces à la télévision en 2019 concernant l'endométriose. Nous allons créer des filières de prise en charge dans toutes les régions, de façon à ce que les femmes sachent vers qui se tourner, afin qu'elles soient mieux accompagnées pour la prise en charge de la douleur. Alors, des filières de prise en charge dans toutes les régions, c'est ce que promettait donc Agnès Buzyn en 2019. 3 ans plus tard, c'est toujours ce que prévoit, entre autres, Emmanuel Macron dans son plan de lutte contre l'endométriose. Est-ce qu'il n'y a pas là, Laurie, quand même, un petit goût de réchauffer dans ces annonces? De réchauffer? Peut-être qu'il y en a, ils vont le prendre pour du réchauffé. En tout cas, c'est long à mettre en place. C'est pas évident. Donc, je pense pas que ce soit du réchauffé. Je pense que ça fait un petit moment que tout le monde travaille dessus et que c'est seulement aujourd'hui qu'on a un résultat, quoi. Voilà. Merci, en tout cas, Laurie, d'avoir accepté notre invitation et merci pour votre témoignage sincère et fort. Tiens, je vais quand même rappeler le titre de votre livre. C'est pas si compliqué, c'est des astuces pour positiver au quotidien. Et c'est vrai que quand on souffre de pathologies comme l'endométriose, on est en quête de signes positifs. Donc voilà, c'est votre livre. Laurie, merci 1000 fois. Merci à vous, Ludivine,
pour ce dossier. On va se quitter avec notre traditionnelle pépite d'actualité d'ailleurs, un Chandeleur oblige. Voici une recette de crêpes signée du cuisinier Raymond Oliver en 1954. Notez bien les proportions surtout. La recette d'entremets le plus simple est certainement les crêpes. Que faut-il? On commence par de la vanille. De la vanille. Bon, jusque-là, il en faut Jusque-là, aussi dans c'est toutes les facile. recettes. Le parfum est composé de deux autres choses, d'anis, n'est-ce pas? Ouh là là! Et malgré que ce soit une recette landaise, c'est du rhum qui rentre comme parfum principal. Voyez-vous, j'en mets environ Quelle est la 3 fois proportion? plus ou 2 fois plus que je n'ai mis d'anis. Alors je vais la détendre, c'est-à-dire l'allonger avec de la bière. Alors là, la quantité de bière, de la bière. Voilà, là nous sommes prêts. Des crêpes comme ça, elles ne sont pas grasses, elles sont sèches. Bon, elles eh bien sont très écoutez, bonnes. je pense que cette recette va plaire à nos spectateurs qui n'ont pas de four. Voilà des crêpes bien sûr à consommer avec modération. On se retrouve la semaine prochaine sur le canal 27 et bien sûr sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux de l'INA ou ceux de France Info. Émission préparée avec les documentalistes Laurence Maggioli et Pascal Aubaret. Merci à elle et merci à vous d'être là chaque semaine.